Le grand entretien, c'est notre cercle RH aujourd'hui consacré. Alors, on va parler très largement et très précisément des lieux dédiés, des flex office. Vous avez télétravaillé et vous avez été peut-être un consommateur de ces lieux qui sont plutôt des lieux très agréables, en tout cas pour ceux que je connais, ces espaces Regus. Christophe Bucart, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très occupé, mais vous allez passer quelques minutes avec nous pour nous expliquer votre travail. Directeur général France d'IWG et la marque, une des marques, c'est Regus. Je me trompe peut-être, c'est 3500 sites dans le monde ? Absolument. On est d'accord ? C'est 3500 sites dans le monde, dans 120 pays, un peu plus de 1000 villes. 1000 villes en France, combien de sites là 130 à peu près, dans 76 codes postaux différents. Alors vous avez évolué parce que le dernier article donnait 120, donc depuis vous avez conquis de l'espace. Oui, ça continue, on ouvre un site tous les mois, donc forcément... C'est ça. Avant de parler, je dirais presque de la sociologie du travail, parce qu'à travers Regus, vous captez la manière dont les salariés travaillent ou dont ils ont envie de travailler dans les années à venir. La petite histoire, quand même, je la trouve assez incroyable d'IWG, espèce d'ambiance un peu flower power, on est cool, on se balade. Tout part en fait d'une aventure du fondateur en fait. Absolument, qui est toujours d'ailleurs à la tête de l'entreprise, exactement, qui s'appelle Mark Dixon, qui est un Anglais francophile et francophone maintenant, et qui a quitté l'école à 16 ans, qui est venu s'installer en France, plagiste à Saint-Tropez, qui a ensuite monté des business de food sur les plages et à proximité des plages parce qu'il s'apercevait bien qu'il y avait un besoin, qui a monté ensuite une des boulangeries industrielles justement pour pouvoir fournir la matière première de ces solutions food faciles et temporaires. Et puis un jour il s'est retrouvé à Bruxelles pour monter un autre business, il a eu du mal à trouver des bureaux, il s'est associé avec d'autres entrepreneurs pour louer un bail et faire des bureaux, et il s'est dit tiens, mais si j'inventais un modèle où finalement on partageait les espaces de travail et on rentrait dans un modèle beaucoup plus flexible que le bail conventionnel. Et c'est parti de là, et 30 ans après, l'entreprise fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, coté à la bourse de Londres, et présent de manière globale comme je l'indiquais. Leader mondial, vous êtes le leader mondial. On peut considérer aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur le marché, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés. Vous êtes le leader mondial de ce coworking. Vous appelez pas le coworking d'ailleurs, vous préférez flex office, hein, c'est ça ? Alors le coworking pour nous fait partie du mot, de l'ombrelle, le parapluie des espaces de travail flexibles. C'est une des offres que nous avons. Et effectivement, nous sommes leaders. C'est un marché, comme vous le dites, qui est en plein essor, tant mieux. Ça fait de la concurrence, ça stimule tous les jours, mais il y a effectivement une transformation des usages et des modèles immobiliers dont nous profitons en ce moment. Alors peut-être que, j'espère que mon chiffre est encore bon parce qu'on était à 120 sites, vous êtes à 130. Sur le business, parce que parlons un peu du business, vous avez pris évidemment le coup près comme tout le monde en mars 2020, avec des entreprises qui ont fermé, beaucoup de salariés qui ont été transférés sur leur lieu de vie personnel, dans leur maison, dans leurs appartements. De fait, ça a dû impacter les coworking et vos espaces. Et je lis quand même que vous avez fait quand même plus 30% aux rentrées de septembre 2020 et janvier 2021. Comment vous avez fait ? Vous êtes resté ouvert en fait, vous avez dit mais venez. Alors oui, d'abord on avait un besoin de continuité de service par rapport à nos clients. Donc pendant les 3 confinements, nous sommes restés ouverts, nous avons opéré nos centres. Il est évident qu'on a subi la crise, comme toutes les entreprises en France, avec, je dirais, l'autre face de la flexibilité. Quand on vient chez nous, on choisit la durée de résidence, et quand cette durée arrive, on peut partir. Donc on a eu une baisse du taux d'occupation qui a pesé sur notre chiffre d'affaires, mais on a également vu une transformation forte des usages. Vous parlez du télétravail par exemple, mais il y en a d'autres, qui fait que nous sommes très très optimistes pour notre marché et pour notre gamme en particulier. Je précise quand même, Regus, c'est très intéressant parce que vous offrez une palette très large. Il y a les grands groupes, les DRH qui disent vous avez une carte et vous pouvez aller chez Regus, c'est formidable. D'abord, ça vous fait sortir un tout petit peu de l'environnement, puis vous allez jusqu'à la TPE, jusqu'à la petite boîte qui finalement n'a pas forcément les locaux adaptés et qui va pouvoir... c'est très modulable en fait, donc vous touchez tous les publics avec le coworking. On a un tiers de notre chiffre d'affaires, un tiers sur les TPE et les professions libérales, un tiers sur les PME et les sociétés en forte croissance qui ont besoin de flexibilité, puis un tiers de notre chiffre d'affaires avec les grands groupes qui trouvent chez nous des compléments à l'immobilier qu'ils gèrent directement. Vous avez une vue sociologique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Comment vous pourriez résumer la transformation, je pense que même la révolution qui a traversé les salariés ? Ils sont prêts maintenant à basculer ou ils vont revenir en arrière et ils vont dire je repars dans mon bureau, c'était mieux avant ? On se situe où là ? C'est passionnant ce qui s'est passé en un an, mis à part bien évidemment les difficultés liées au contexte sanitaire, je mets ça de côté, mais
pour notre métier, c'est passionnant parce qu'on a vu des carcans qui ont sauté, notamment au niveau des entreprises et des managers, des responsables hiérarchiques, qui sont des murs qui sont tombés. Des murs qui sont tombés, qui sont maintenant obligés de reconnaître qu'il y a une manière différente de travailler, beaucoup plus fluide, beaucoup plus nomade que ce qu'il y avait avant. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé? C'est le carcan domicile, bureau et rien d'autre vient de voler en éclats et le travail va s'organiser de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus optimisée. Qu'est-ce qui reste? Et on parlera des lieux tiers parce qu'on a reçu celui qui a Patrick Lévivette qui a remis au nom de du think tank Travailler autrement un rapport à Jean Castex sur les fameux lieux tiers qui touchent plutôt les métropoles et les petites villes, parce qu'il faut qu'on en parle. J'imagine que vous êtes implanté dans des très grandes villes mondiales, Paris évidemment, et Marseille et Lyon. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux de campagne? Mais d'abord, un mot sur qu'est-ce qui reste à inventer, parce que vous êtes en permanence en train de réfléchir à l'amélioration de vos services. Qu'est-ce qu'on invente dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on propose de plus qui existe déjà? La palette est riche. La palette est riche, c'est la manière dont on l'utilise qui va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise et quand vous avez des collaborateurs qui ont besoin de lieux de travail, de lieux au pluriel, eh bien vous avez des plateformes, c'est-à-dire un réseau de centres, que ce soit votre entreprise, votre domicile ou des tiers-lieux comme les nôtres à votre disposition. Sauf que jusqu'à la crise du Covid, il fallait choisir. Aujourd'hui, on a des entreprises majeures, des gens comme Dell, comme Cisco, qui prennent des abonnements à des réseaux de tiers-lieux comme les nôtres. C'est-à-dire que vous équipez vos collaborateurs d'une carte d'abonnement qui va leur permettre d'accéder à ces réseaux-là, à ces centres-là, de passer le temps dont ils ont besoin. Ça peut être une journée, 2 jours, une semaine, 1 heure. Et l'entreprise sera facturée du temps passé. Donc on est vraiment dans une approche très flexible, quasiment le cloud de l'espace de travail. Et on a des entreprises comme la Standard Chartered Bank qui a équipé ses 90 000 collaborateurs de cet abonnement. Et plus récemment, un contrat que nous avons signé avec NTT, grosse société de télécommunications japonaise, qui a équipé ses 300 000 collaborateurs dans le monde de cette carte qui leur permet de travailler un peu partout au sein du groupe IWG, c'est-à-dire dans les différentes marques, Regus, Spaces et les autres. Vous avez plusieurs marques, je citais Regus, évidemment. Ça leur permet quoi, ces salariés, de faire moins de transport? Parce que parlons des choses concrètes. Ce salarié dit, mais je ne vais quand même pas aller faire 2 heures de voiture ou de train. J'ai un site à côté et on se met en visio. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Eh bien, ça permet aux collaborateurs de choisir le lieu de travail qui a le plus de sens par rapport à ses priorités et son agenda du jour. Et ça permet à l'immobilier et aux espaces de travail comme les nôtres de contribuer à une nouvelle organisation du travail qui est beaucoup plus flexible. Donc, ce collaborateur, s'il a un travail à faire, un rapport sur lequel il doit vraiment se concentrer pour le faire au calme, il le fait chez lui. Ouais. S'il souhaite aller en formation, en séance de brainstorming, il peut aller au sein de son entreprise, là où le présentiel demande le fait qu'il vienne. Et puis le reste du temps, quand il est en déplacement, par exemple, il peut utiliser nos centres. Donc c'est cette consommation fluide d'un service qui est en train de remplacer le carcan un peu rigide de j'ai mon bureau dans un bâtiment et j'y vais tous les jours. Mais ça veut dire quand même, d'un point de vue très technique, et là je parle des négociations salariale avec les partenaires sociaux, ça veut dire que Regus, il badge avec un horaire. Ça veut dire, non, je me place à la place du DRH qui dit, mais moi je veux quand même pouvoir vérifier que quand mon collaborateur dit qu'il va chez Regus de 10h à 18h, je veux être sûr qu'il soit là. Comment ça se passe, ça? C'est vous qui avez les bordereaux, vous envoyez ensuite au DRH, il faut quand même pouvoir contrôler un petit peu, non? Alors, on est sur la confiance totale. Alors je ne sais pas si c'est une notion de contrôle, parce que chaque entreprise a sa culture. Pour une entreprise qui veut contrôler, effectivement, elle va recevoir un tableau de bord pour voir ce qui se passe. Pour des gens qui veulent par contre optimiser les coûts, ils vont le voir sous un autre angle. Ça ne va pas être du contrôle, mais est-ce qu'on a des abonnements aux beaux endroits? Est-ce que les gens les utilisent suffisamment ou trop, etc., etc. Mais en tout cas, il y a des données qui remontent au niveau de l'entreprise pour comprendre comment leurs collaborateurs utilisent ces différents espaces. Et ce qui leur permet, j'imagine, ça c'est une réflexion que vous devez mener avec eux, de se demander s'il faut continuer à garder les tours de la Défense. Enfin, cette question est posée de plus en plus, avec notamment une tour qui vient d'être construite très récemment, qui est vide. Comment on fait là? Comment on repense l'urbanisme et la ville? Parce que ça repose la manière dont on construit nos tours, nos immeubles, nos bureaux. Vous avez raison, et nous avons un modèle chez IWG qui s'appelle le Hub and Spoke, en bon français, c'est-à-dire en fait ce sont... On adore. C'est ça, c'est Hub and Spoke, c'est la route vélo. C'est-à-dire que vous avez un hub qui est un pignon central, et ensuite vous avez des satellites tout autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je crois que les entreprises continueront à avoir leurs propres actifs immobiliers,
notamment pour leur siège social, parce que c'est important pour la culture d'entreprise d'avoir un endroit où tout le monde se retrouve. Et puis le reste du temps, comme je le disais, il faut mettre à la disposition des lieux de travail extrêmement diversifiés pour que les collaborateurs les utilisent comme bon leur semble. Donc moi, la Défense, j'y vois beaucoup d'avenir. Je continue à avoir des sièges sociaux de très bonne qualité avec des bâtiments qui intègrent les nouvelles technologies. Mais en complément à ça, il faut que l'entreprise s'élargisse et propose des solutions différentes et beaucoup plus diversifiées aux collaborateurs. Alors, il nous reste quelques minutes, c'est important parce qu'il y a eu, vous allez dire, je pars de très très loin, mais je pense que c'est intimement lié. Il y a eu ces manifestations violentes pour certaines des Gilets jaunes, qui étaient en fait des Français venus des zones extra-métropolitaines qui avaient le sentiment d'avoir été un peu oubliés du système et du centralisme parisien. Est-ce que Régis, est-ce que votre réseau peut aussi accompagner ce rapport sur les lieux tiers qui dit tout simplement il va falloir de plus en plus mailler au plus près des besoins, c'est-à-dire aller jusque dans des villes de 5 000, 10 000 habitants. Est-ce que ça c'est un projet de développement où vous dites c'est pas notre secteur d'activité? Alors nous y sommes déjà. Dans ces villes. Et paf. Et voilà, la plus petite ville dans laquelle nous sommes fait justement 5000 habitants. Nous avons une marque. C'est laquelle d'ailleurs? C'est Montbonneau, dans la banlieue grenobloise. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas appris quelque chose à propos de la relation grenobloise. D'accord, jusqu'à Montbonneau. Voilà, mais on a été plus loin que ça. On a créé une marque qui s'appelle Stop and Work et qui va installer ces tiers-lieux dans des zones résidentielles en 2e ou 3e couronne des grandes agglomérations pour proposer aux entrepreneurs locaux ou aux collaborateurs de ces grands groupes bénéficiant de politiques de télétravail, des endroits proches de chez eux dans lesquels, un, ils vont trouver un service de qualité pour travailler. Internet, les Wi-Fi. Exactement. Oui. Et deux, d'autres personnes avec qui un peu de vie sociale. Échanger, etc. Ouais. Et on n'a pas parlé de ça, c'est important. Mais justement, vous parliez de Patrick Lévy-Weitz. Nous avons travaillé avec lui et sa fondation il y a 2 ans pour vraiment comprendre ce qu'on pouvait amener au territoire. Et c'est pour ça que nous sommes présents dans les grandes agglomérations, mais aussi dans ces villes secondaires et tertiaires, parce que il y a un besoin. La révolution numérique donne des outils qui permettent de travailler à distance et on redynamise au travers de ces entreprises qui se développent économiquement, le lien social de ces territoires-là. Vous êtes resté prudent, Christophe. Je ne veux pas vous challenger sur ce siège de la Défense que je trouve très beau. C'est un peu notre skyline, notre minuscule skyline. Mais la façon dont vous parlez du développement et du maillage donne l'impression que le cœur de l'entreprise va disparaître au profit finalement de lieux beaucoup plus petits. C'est quand même une remise en question fondamentale de l'entreprise qu'on connaissait, de l'usine, vous savez, avec les bureaux vitrés. C'est fini ça. Alors, les aménagements et les zones d'échange dans le siège d'entreprise devront être beaucoup plus importants. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Prendre le RER pour aller s'enfermer dans un bureau au sein de la Défense n'a pas de sens. En revanche, créer un vrai lieu, je ne parle pas d'un bâtiment, un lieu dans lequel l'entreprise fait venir ses collaborateurs pour le mot du président, pour des sessions de créativité, pour des formations. On n'a pas besoin d'une tour de 500 mètres de haut. On en a probablement besoin moins que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous et je pense effectivement que l'horizon immobilier va s'abaisser un peu, va s'étendre géographiquement plutôt que monter vers le ciel comme on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, un tout petit peu volet business, l'immobilier d'entreprise va se casser la figure et vous allez être là pour récupérer ces lieux, parce qu'il y a des lieux qui vont rester vides à Paris, je pense à Paris notamment, qui vont se retrouver en désuétude. Ça va des quartiers morts, puisque ce sont des quartiers qui ne vivent que par le business. Quel est votre développement et je dirais vos cibles en ce moment? Parce que vous êtes évidemment à la recherche de nouveaux espaces, de nouvelles réflexions. Comment vous vous situez là-dessus? Alors 3 développements. Le développement de notre réseau, comme on l'a toujours fait. Développement sur ces mètres carrés dont les entreprises n'ont plus besoin, où on met en place des contrats de gestion, c'est-à-dire qu'on va chez eux et on gère comme un prestataire de service un espace de travail flexible pour eux, mais aussi pour les voisins et les sociétés avec qui ils travaillent. Et puis un 3e très important, si on veut continuer le maillage du territoire et aller jusqu'à notre objectif qui est de plus de 1000 centres en France par rapport aux 130 que nous avons aujourd'hui, il faut lancer... 1000, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est d'aller avec une franchise Régis, Spaces, enfin sur l'ensemble des marques que nous proposons, et proposer à des entrepreneurs locaux, à des investisseurs locaux qui veulent se lancer dans le coworking, eh bien de les accompagner. Ils portent nos marques, on leur fournit un service et on gagne ensemble. L'idée, c'est que vous allez aller jusqu'à la franchise. On sera franchisé Régis. Et vous le mettez en place, ça existe déjà pour ceux qui nous regardent? C'est déjà en place, et donc appel à candidature. Si quelqu'un a envie de se lancer dans le coworking avec nous, eh bien il est le bienvenu. Pour être très concret, parce que je pense que ça peut intéresser nos téléspectateurs, ça veut dire que j'ai un lieu, j'ai repéré
repérer un lieu dans une ville que j'aime, dans laquelle j'habite. Ce lieu, quoi, j'en suis le propriétaire et vous apportez votre marque, vous apportez quoi à celui qui possède ce bâtiment dans lequel il va mettre des bureaux? Alors, vous pouvez être une foncière et vous avez envie de lancer votre propre activité d'espace de coworking, vous pouvez avoir cette franchise. Vous pouvez aussi être un entrepreneur qui a une franchise dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui a envie de se diversifier. Vous venez, vous prenez à bail dans un bâtiment, donc vous n'êtes pas le propriétaire, mais vous êtes le locataire, et vous aménagez un site de coworking, et on l'accompagnera sur ces sujets-là avec une plateforme de services qui leur permettra d'opérer et de commercialiser. Il nous reste quelques minutes. De 130 à 1000, c'est quoi le délai que vous vous êtes fixé? C'est vous qui êtes aux manettes. C'est un travail titanesque. C'est quoi? On se déplace de ville en ville, on a des capteurs. Comment on fait pour d'abord choisir le bon endroit, le lieu central? Comment ça se passe, cette réflexion-là? Alors, on part du principe que nous sommes un hôtel d'entreprise et comme pour les hôtels, voilà, comme pour l'hôtellerie, toutes les villes et villages de France doivent être munis d'une plateforme de coworking comme celle que nous faisons aujourd'hui. Donc le champ des possibles est énorme. Après, l'idée, c'est de se développer au travers des 3 axes dont je vous ai parlé. Nous resterons concentrés organiquement sur les 15 plus grandes villes de France. Tout le reste passera au travers du programme de la franchise. De la franchise. Pour les régions dont on parlait tout à l'heure, des villes de 5 000, de 10 000, j'imagine que vous avez des dialogues. Alors, on est en pleine élection régionale, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'imagine qu'à l'issue de cette élection, les régions ont la prérogative économique. Vous avez des échanges avec eux pour leur dire, si vous voulez mailler un peu plus, c'est avec nous qu'il faut travailler. Comment ça se passe, la relation avec les politiques? Alors, on a commencé il y a 4 ans à travailler avec les politiques. Stop and Work Fontainebleau, dont je parlais tout à l'heure, est une DSP, est une DSP, une délégation de service public. Donc nous opérons pour le compte de la collectivité locale. Nous allons ouvrir un centre Stop and Work sur le plateau de Saclay dans 3 mois à peu près, avec les PAPS, avec un certain nombre d'opérateurs locaux dans le domaine de l'innovation et de collectivités locales sur l'ensemble du plateau. Et nous créons ce produit ensemble. Donc nous sommes déjà très engagés avec les services publics sur ce sujet. Ça veut dire qu'une région, par exemple, la région du Limousin, peut dire passer par Régus, travailler en visio et mettez votre bureau, parce que la région Limousin, vous le savez, est très éloignée, ou l'Aquitaine, parfois des salariés sont à 100 km de la région, dans leur centre. C'est une réflexion que vous menez avec eux en disant, mais nous aussi, on peut apporter au service public un gage de qualité? Alors, on peut leur apporter ça. Ça serait une révolution, ça, hein? On peut leur apporter ça, bien évidemment, mais on peut aussi travailler avec eux pour équiper ces villes et villages dont ils ont la charge, et bien de ces centres-là qui redynamisent les territoires, recréent du lien social et provoquent positivement un développement économique de ces villes-là. C'est intéressant, Christophe, parce qu'on parlait beaucoup des entreprises privées grosses, petites et minuscules qui sont dans votre réseau, mais c'est vrai que les collectivités pourraient tout à fait faire appel, et pour limiter les déplacements, c'est très vertueux. En matière écologique, on fait moins de kilomètres. Tout à fait, on a démontré au travers d'études l'impact du coworking en général sur l'empreinte carbone qui se réduit considérablement par le fait que les transports sont effectivement moins utilisés. Merci Christophe d'être venu sur notre plateau. On a appris plein de choses. En tout cas, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir. Parce que vous passez de 120 à 1000. On a quand même aujourd'hui pas mal d'articles dans la presse qui expliquent que le télétravail c'est triste, que le télétravail c'est pas bien. C'est pas votre avis, j'imagine? C'est un compromis, comme je le disais. C'est la possibilité d'avoir un certain nombre de solutions très diverses à sa disposition pour éviter un extrême, ce serait 100% de travail chez soi, ou l'autre extrême qu'on a connu qui est ni efficace, enfermé dans le bureau, enfermé dans son bureau. Ouais. Donc voilà, maintenant il faut démocratiser, il faut fluidifier, il faut flexibiliser l'immobilier, et la crise a permis cette accélération-là. Et vous avez un petit peu de boulot, parce que 130 sites, il faut aller jusqu'à 1000. Il y a les franchises possibles, donc repassez par IWG et qui vous accueillera avec plaisir pour partager votre projet et pour essayer de voir si on peut avancer. C'est un outil de développement économique et c'est aussi un outil de développement, je dirais, sociologique de nos villes et nos campagnes, parce que ce sont des lieux parfois un peu oubliés, des grandes villes, des grandes métropoles. Merci Christophe Bucard, directeur général France d'IWG, la marque française. C'est Régus, mais il y a d'autres déclinaisons de cette marque. 130 sites, je récupère les 10 sites, 3500 dans le monde, entreprise mondiale qui est cotée en bourse à Londres. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez, peut-être débattre avec Patrick Lévivette et croiser vos points de vue justement entre les lieux à la campagne et les lieux dans les villes. Merci d'être venu. Fenêtre sur l'emploi, c'est dans quelques secondes. On va s'intéresser, vous savez, ça arrive évidemment, peut-être pas à vous Christophe, mais on envoie un CV et puis on attend un peu le moment où il
faut relancer le matin, l'après-midi, le soir? Comment on formule tout ça pour pas heurter tout en donnant l'impression qu'on est motivé? C'est un sujet. Amélie Favre-Guittet est là, elle va tout vous expliquer, Amélie. Les conseils pratiques d'Amélie, voilà comment on pourrait appeler la rubrique. C'est tout de suite.